BFM Business, la dose bonus. Nicolas Dose. Bonjour et bienvenue pour la dose bonus. Il y a une question cette semaine, même peut-être pour les semaines qui viennent en tout cas, c'est le risque d'avoir un nouveau choc pétrolier avec l'incroyable regain de tension évidemment au Moyen-Orient. Alors ma réponse sur le risque d'un choc pétrolier aujourd'hui est très claire et très nette. Il n'y a pas de risque actuellement de vivre un choc pétrolier. Ce qui provoque un choc pétrolier, c'est quand on a un énorme déséquilibre entre l'offre et la demande. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Malgré ce qui se passe en Iran, l'offre reste supérieure à la demande. L'Iran, certes, est un pays producteur important, mais malgré tout le 9e, avec 4 millions de barils le jour et seulement 2 millions importés. Les 2 autres millions sont consommés par la population. Ça veut dire que ça représente 2% de la consommation quotidienne mondiale. Il n'y a pas de risque sur l'offre aujourd'hui. Et puis on n'en est pas à la première tension grave au Moyen-Orient. Il y a bien sûr eu le 7 octobre 2023 et puis octobre 2024 avec les attaques iraniennes sur Israël. À chaque fois, on a eu un petit coup de chaud sur le baril de pétrole, mais très rapidement, les choses sont rentrées dans l'ordre. Alors, je dis bien, ma réponse actuellement est non. Car, imaginons une seconde que l'Iran déploie l'arme absolue, la décision de fermer le détroit d'Ormuz, cette bande maritime de 55 km de large, avec Oman d'un côté et l'Iran de l'autre, par laquelle transite presque un tiers en fait des exportations quotidiennes et un quart du gaz naturel liquéfié. Il est évident que du jour où il y aurait une telle action de la part de l'Iran, là on aurait une pénurie d'offres absolument immédiate et on pourrait dans ces cas-là, voir le baril de pétrole s'envoler. Alors certains ont essayé de faire des projections, notamment JP Morgan nous dit « Oh là là, on peut largement atteindre les $130 le baril » et certains sont même encore plus inquiets. Seulement, l'objectif, c'est pour l'Iran d'éviter de se tirer une balle dans le pied. Parce que, en l'occurrence, 95% des exportations iraniennes traversent le détroit d'Ormuz pour irriguer le reste du monde. Et évidemment, les hydrocarbures sont la première ressource du régime des mollahs. Également, ma réponse est non. Mais imaginons qu'Israël aille plus loin et décide cette fois-ci d'attaquer les infrastructures d'hydrocarbures en Iran, parce que c'est le 9e exportateur, mais c'est quand même aujourd'hui la 3e plus grosse réserve du monde. Et là, ça pourrait créer une inquiétude. Donc aujourd'hui, ma réponse est non, sauf si l'Iran, dans un mouvement totalement jusqu'au boutiste, décidait non pas simplement d'essayer de viser l'État d'Israël, mais par exemple d'attaquer les infrastructures pétrolières de l'Irak ou les infrastructures pétrolières de l'Arabie Saoudite. Là, évidemment, la donne serait complètement bouleversée et on risquerait d'avoir une flambée du prix du pétrole avec cette fois-ci un risque de choc pétrolier. Et puis, il y a enfin un élément qui joue contre la flambée des cours du pétrole, c'est qu'on vit quand même une tendance de progression des énergies renouvelables, ce qui fait que la demande de pétrole de long terme a priori, devrait commencer un jour à baisser. Et puis, on a la baisse du dollar, qui est évidemment un élément calmant, dans la mesure où c'est la monnaie de référence du baril de pétrole. Donc, faut-il craindre un choc pétrolier avec le regain des tensions au Moyen-Orient ? À ce stade, ma réponse est non. Les déceptions. Cette semaine, j'ai eu des déceptions. Alors d'abord, la semaine dernière, je vous disais que je nourrissais pas mal d'espoir dans le conclave sur les retraites. Mais alors là, ça a pris une tournure que je trouve... Je me suis même demandé si on aurait une fumée noire. Fumée blanche, j'y crois de moins en moins. Et même une fumée noire n'est pas certaine. Parce que la présence du MEDEF à l'ultime séance de négociation du lundi 23 juin n'est désormais plus acquise. J'avais eu l'impression pourtant qu'il y avait une émulsion positive qui était venue de ces plus de 3 mois de négociation et j'ai l'impression malheureusement que c'est en train de se terminer en nœud de boudin. Autre déception cette semaine, ça a été la loi sur la simplification. Alors évidemment, elle est passée à l'Assemblée nationale. C'est une loi qui était censée faciliter considérablement la vie des entreprises. Il y avait notamment le test PME. Vous savez, on va faire tester par les PME une mesure avant de l'engager. Eh bien, même cette mesure-là a disparu puisque l'évaluation d'éventuelles normes ou d'éventuelles réformes, finalement, sera confiée au comité interministériel de la transformation publique. Au secours! À l'inverse, on a vu que ce texte de simplification était principalement devenu un texte destiné à détricoter ou supprimer des mesures vertes comme les ZFE ou le ZAN. Et puis également déception après le constat réalisé par le Haut Commissariat à la stratégie et au plan qui alerte sur le déclin des élèves français. Vous savez que sur BFM Business, ça fait longtemps qu'on considère que le premier problème économique de la France, c'est l'école. Mais alors, éternel constat de déclin avec une absence incroyable de solutions à mettre en face de ce déclin. Et puis, déception parce que j'ai appris que la
CGT allait donner naissance à une nouvelle branche, une sorte de branche CGT Tech. Alors l'idée de voir la CGT devenir un syndicat dans les entreprises sous convention collective Syntec, je ne sais pas pourquoi, mais intuitivement, j'ai pas un très bon ressenti ou un mauvais pressentiment, on va dire. Allez, on continue avec les pistes d'économie 2026. Cette semaine, côté impôt, on a commencé à taper sur le crédit d'impôt pour l'emploi à domicile. On est sûr que tout euro coupé là-dedans, c'est du travail au noir en plus. Les sénateurs de droite et du centre défendent à leur tour la non-indexation des pensions de retraite en 2026. Il est possible que la surtaxe sur les entreprises soit reconduite en 2026. Je me demande pendant combien de temps on va faire croire que c'est en allant prendre l'argent des riches et des dividendes qu'on règle les problèmes économiques du pays. Et puis je retiens aussi l'année blanche, haute en couleur cette année blanche. Il n'y a pas un jour sans que l'on trouve un défenseur de l'année blanche, que ce soit côté politique ou dans les commentaires que l'on peut lire ci et là dans la presse. Le chiffre de la semaine, le chiffre qui m'a frappé, c'est la note de conjoncture de l'INSEE. On n'a jamais vu un taux d'épargne aussi important depuis 1979, 18,8%. Et 2/3 de ce réflexe écureuil est du fait des retraités. Juste le chiffre de la semaine. Et évidemment, tout ce qui va dans les bas de laine ne va pas dans la consommation. Donc automatiquement, la croissance est plus faible. Et l'INSEE nous dit, n'espérez pas plus de 0,6% de croissance en 2026. Et enfin, je termine avec la surprise de la semaine. Et là, c'est un papier que j'ai trouvé assez fascinant de Juliette Weiss sur bfmbusiness.fr. Après le départ de Luca De Meo qui quitte Renault pour Kering, elle a recensé en fait toutes ces filières du luxe qui, elles aussi, avaient fait appel à des patrons qui étaient absolument étrangers à l'origine au secteur du luxe. Et elle cite par exemple Liara Resta, qui a pris la tête des montres Audemars Piguet en 2023, alors qu'elle venait des soins capillaires de Procter & Gamble. Elle cite Jordi Constant, qui prenait la tête de Louis Vuitton, c'était en 2012, alors qu'il venait de chez Danone. Et auparavant, il avait piloté une société de produits de nettoyage. Ou encore l'histoire de Patrice Louvet. Il quitte lui aussi Procter & Gamble en 2017. Et il va débarquer chez Ralph Lauren, très loin des rasoirs Gillette. 2021, Benedetto Vigna va quitter les puces de STMicroelectronics et il devient directeur général de Ferrari. Et 2021 toujours, c'est Chanel qui va nommer au poste de directeur général Lina Nair et elle dirigeait jusque-là les ressources humaines d'Unilever. Voilà, un joli angle sur le départ de Luca De Meo qui quitte Renault pour diriger Kering. Il n'est pas un cas particulier. Merci d'avoir suivi cette dose bonus et on se retrouve la semaine prochaine. Vous savez que vous pouvez nous retrouver sur l'ensemble des canaux auxquels vous avez l'habitude. La dose bonus sur BFM Business.